les premiers ministres de l'espace AES main dans la main pour accorder leur violon à New York pour la 80e Assemblée générale des Nations unies. Ils ont eu des échanges sur les projets communs en cours. Ainsi, la Confédération des États du Sahel entend parler d'une seule voix en face du monde. Dans ce 20h, nous parlerons également du lancement du mois de l'amnistie Afrique-Mali 2025. Au cours de ce mois, les activités de sensibilisation seront menées pour lutter contre la prolifération des armes légères et petits calibres. Pour la rentrée scolaire 2025-2026, le ministre de l'Éducation nationale était face aux acteurs de l'école, un espace d'échange pour recenser les acquis et les difficultés pour une bonne année scolaire. Le RTM a tendu son micro au président directeur général de l'Office malien des produits pétroliers. Modibo Gourodjala nous rassure qu'il n'y a pas de pénurie de carburant au Mali et les prix restent inchangés, 725 francs CFA le litre du gasoil et 775 francs CFA le litre du supercarburant. Vous l'entendrez au cours de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le temps d'information sur ORTM1. Tout d'abord, ce communiqué du gouvernement de la transition, communiqué ainsi libellé. Le gouvernement de la transition informe l'opinion que la Cour internationale de justice, CIJ, lui a notifié le 19 septembre 2025 le refus de l'Algérie suite à la requête introductive d'instance du Mali d'accepter la compétence de la Cour au sujet du différend concernant la destruction par les forces de défense algériennes d'un drone de reconnaissance des forces armées de sécurité du Mali au cours d'une mission de surveillance sur le territoire national malien dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Conformément aux règles de la Cour internationale de la justice, ce refus de la junte algérienne met fin à la procédure devant cette juridiction internationale. Le gouvernement de la transition du Mali relève pour ensuite le déplorer que pour être crédible et sincère, la junte algérienne aurait dû accepter de déférer devant la Cour internationale de justice. Ce refus atteste non seulement de la négation de la justice internationale par la junte algérienne, mais également de son mépris de la légalité internationale. C'est également un aveu qui prouve à suffisance à la face du monde son imbutable culpabilité. Ce refus de la junte algérienne de coopérer avec la Cour internationale de justice est en outre une preuve supplémentaire du soutien de l'Algérie aux groupes armés terroristes et crédite l'argument du gouvernement malien sur la destruction de son drone. Le gouvernement de la transition du Mali note qu'au lieu de répondre aux faits établis et suffisamment documentés, la junte algérienne privilégie une stratégie de fuite en avant et des investives diffamatoires pour tenter de voiler son soutien aux groupes extrémistes, y compris les chefs terroristes ciblés par le drone malien abattu. Le gouvernement de la transition du Mali réitère son appel au régime algérien à cesser ses ingérences intempestives et inacceptables dans les affaires intérieures du Mali et son soutien aux formations terroristes qui déstabilisent le Sahel. Le gouvernement du Mali renouvelle son appel au régime algérien à travailler de bonne foi à la stabilité, à la sécurité collective et au développement durable dans la région. Sous l'autorité de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le gouvernement de la transition du Mali rassure les populations qu'il ne ménagera aucun effort pour la stabilité, la sécurité, le développement durable de notre pays. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Signé le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga. Et je le disais en titre, pour bien préparer leur intervention et bien accorder leur violon pour la 80e Assemblée générale des Nations unies, les premiers ministres de la Confédération des États du Sahel ont eu un cadre d'échange. La Confédération des États du Sahel entend parler d'une seule voix à la tribune des Nations unies à New York. À cet effet, ils ont fait le bilan des projets en cours au sein de l'espace et c'est demain, vendredi, que le Premier ministre portera la voix du Mali à la tribune des Nations unies pour la 80e Assemblée générale
générale des Nations Unies. Vous pourrez suivre l'intervention du chef de l'État en direct sur ORTM 1 à 19h temps universel ou 16h heure locale. Le Mali intervient en 5e position. Aussi, la ministre de la Santé et du Développement social, qui fait partie de la délégation malienne, a pris part à une rencontre sur le climat en marge des travaux de cette session. Envoyés spéciaux, Mamari Kone et Aliou Touré. Quelques heures avant leur intervention à la tribune des Nations Unies, le Premier ministre de la Confédération des États du Sahel, l'AES, se concertent. Le Premier ministre chef du gouvernement a effectué quelques pas pour rejoindre ses homologues du Burkina Faso et du Niger. Occasion pour eux de passer en revue la mise en œuvre des actions phares de la Confédération et d'évoquer leur participation à la 80e Assemblée générale des Nations Unies. Les premiers ministres ont décidé de se rencontrer, d'abord pour échanger des informations sur nos pays, mais aussi pour partager les analyses par rapport à cette 80e session et par rapport à l'état du monde et par rapport aux aspirations des peuples de la Confédération des États du Sahel, comme cela a été rappelé, qui est une aspiration pour pouvoir nous prendre en charge, une aspiration pour plus d'indépendance, de souveraineté de nos États et de rupture par rapport à des pratiques qui jurent avec l'intérêt de nos populations. Donc nos premiers ministres ont passé en revue les activités en cours qui vont entreprendre de façon collective pour faire en sorte que notre Confédération des États du Sahel puisse porter la voix et les aspirations des peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies de façon solidaire pour faire passer nos messages. Le ministre de la Santé et du Développement social a pris part à certaines activités en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il y a eu un événement spécial organisé par le secrétaire général des Nations Unies sur le climat en prélude de la COP 30. Et beaucoup de pays ont pris part. J'ai représenté le Mali. Ils ont réitéré leur engagement pour l'action climatique. Vous savez, les pays du Sahel, notamment le Mali, nous subissons beaucoup. Nous ne sommes pas des pollueurs, mais nous avons beaucoup de conséquences de ces dérèglements climatiques. J'ai aussi rencontré mon homologue russe, avec lequel on a parlé de la coopération entre le Mali et la Russie. On a parlé des perspectives, notamment en matière de formation, en matière de médicaments et en matière de prise en charge sanitaire. On a pris des engagements parce qu'on va essayer de voir un protocole d'accord entre la Russie et le Mali et on va peaufiner ça avec les affaires étrangères, voir ce dont le Mali a besoin. Et mon homologue promet de faire un tour au Mali et il nous a aussi invités à aller en Russie pour voir comment les choses vont se passer. L'intervention du Premier ministre à la tribune des Nations Unies ce vendredi est attendue. Le chef du gouvernement sacrifiera également à une tradition, celle de rencontrer nos compatriotes établis aux États-Unis d'Amérique. Les ministres des Affaires étrangères du Niger, du Mali et du Burkina Faso, les trois pays de l'AES, ont rencontré leurs homologues russes. Ils ont surtout parlé du renforcement de la coopération militaire et économique. Les précisions avec Aboubakar Sagnon. Autour de la table, les ministres en charge des affaires étrangères de la Russie et de l'AES. La rencontre de New York se tient dans le cadre du mécanisme de consultation mis en place en avril dernier à Moscou entre les ministères des Affaires étrangères de la Russie et des États de la Confédération du Sahel. Les discussions portent sur la poursuite du partenariat stratégique engagé par les deux parties. Les questions de défense et de sécurité sont évoquées en priorité. Nous nous sommes réjouis des avancées importantes qui ont été enregistrées entre les deux pays. D'abord sur le plan de la sécurité, parce qu'à l'issue de notre visite de Moscou, il y a quelques semaines, les ministres de la Défense des trois pays se sont retrouvés à Moscou et des résolutions importantes ont été prises pour pouvoir renforcer le travail en commun et pouvoir apporter le soutien militaire et technique nécessaire à la matérialisation de la force unifiée de l'AES.
Nous avons aussi procédé à un échange de vues sur la situation sécuritaire et la situation politique au niveau de nos trois pays, mais aussi au niveau de la région. Les relations économiques et commerciales, la coopération entre l'AES et certaines organisations régionales africaines et les questions internationales sont aussi abordées par les 4 ministres des Affaires étrangères. Nous avons remercié la Fédération de Russie pour son accompagnement, son soutien à nos pays sur les questions de paix et de sécurité, mais aussi sur le plan international. Nous avons décidé de continuer à travailler dans le respect mutuel, dans la solidarité. Les avancées importantes enregistrées dans la coopération entre la Fédération de Russie et la Confédération de l'AES sont saluées. Cette dynamique de dialogue et d'évaluation des acquis se poursuivra. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, annonce la tenue dans les prochains mois de la 3e réunion de concertation entre l'AES et la Russie. Et toujours à New York, le Premier ministre nigérien, ministre de l'Économie et des Finances, a accordé une audience à la secrétaire exécutive de l'UNFPA. Le plan de développement du Niger récemment élaboré avec le système des Nations Unies était le point de discussion entre les deux personnalités. Depuis New York, Ousmane Sani Abdou. Je viens d'être reçu par son Excellence Monsieur le Premier ministre, en compagnie de son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Santé. On a discuté du plan de développement pour le Niger. Et j'ai surtout félicité le Niger pour le programme d'action qui vient d'être préparé au niveau du pays avec le système des Nations Unies sous le leadership de la coordonnatrice résidente. Et aussi, je voulais assurer le Niger du soutien du Fonds des Nations Unies pour la population, pour toutes les questions en matière de développement, de dynamique de population, de santé maternelle, d'employabilité des jeunes et de l'avenir des jeunes, et surtout pour les questions aussi de tout ce qui est lié à la sécurité alimentaire. Donc c'est un grand moment pour nous. Nous encourageons le Niger à continuer ses efforts et nous serons toujours à leur côté. Et en images aux États-Unis, le 18 septembre 2025, une rencontre d'information a été organisée dans le cadre du renforcement des relations entre l'Afrique et l'Amérique. À cette occasion, les chefs de mission de la Confédération des États du Sahel qui ont pris part à cette rencontre ont abordé plusieurs thèmes dans la nouvelle confédération de l'AES, le commerce et l'investissement, la santé, l'éducation, entre autres. Cette rencontre s'inscrit dans la volonté de l'AES de renforcer le dialogue, de promouvoir à la transparence et de mobiliser toutes les forces vives africaines autour des grands enjeux du développement et de la stabilité au Sahel. Cette séance a permis non seulement d'informer l'audience, mais aussi de recueillir ses préoccupations et ses propositions afin de la placer au cœur du projet de transformation et de développement du Sahel. Je le disais en titre, il n'y a pas de pénurie de carburant au Mali, assurance donnée par le président directeur général de l'Office malien des produits pétroliers, Modibo Gouroudial. Les prix restent inchangés, 725 francs CFA le litre de gasoil et 775 francs CFA le litre de supercarburant. Des mesures sont prises par l'État pour éviter la pénurie. Pour plus de précisions, Sira Batili s'est entretenu avec le PDG de l'OMAP suivant. En réalité, il n'y a pas de pénurie de carburant. Parce que nous organisons des tournées hebdomadairement, mais maintenant c'est encore plus fréquent. C'est tous les 2 jours. Nous sillonnons au niveau des stations dans les 6 communes de Bamako et des informations que nous recevons aussi hebdomadairement à partir des directions régionales de la DGCC. Il n'y a pas de pénurie au Mali. Pas plus tard qu'aujourd'hui, ce matin, notre équipe a sillonné la capitale et vraiment il n'y a pas de pénurie. Les produits sont bien disponibles au niveau des stations-service. Bon, certainement il y en a qui profitent de certaines situations pour essayer de renchérir les prix, mais dans le domaine des hydrocarbures, il est formellement interdit de vendre au-delà du prix plafond, parce que nous avons un prix plafond
aujourd'hui qui est de 775 pour le supercarburant et de 725 pour le gasoil. Donc on peut vendre à ces prix, c'est les prix plafonds, mais on ne peut jamais vendre en dessus de ces prix. Donc toute vente de prix supérieur à ces deux prix expose les auteurs à des sanctions. Est-ce que l'État a pris des dispositions par rapport à cela pour qu'il n'y ait pas de spéculation sur les prix? De toute façon, il y a des directions, notamment la direction du commerce, chargée du commerce, qui veille beaucoup au grain pour que les opérateurs ne puissent pas, ne s'hasardent pas à vendre à des prix supérieurs au prix plafond. Donc ils sont tous informés et depuis on n'a pas encore enregistré de prix supérieur à ces prix plafonds. Il n'y a pas de pénurie de carburant à Bamako ou c'est valable pour toutes les villes du Mali? Il y a quelques exceptions pour des raisons bien réfléchies par les autorités. C'est vraiment ciblé de façon à ce que les consommations correspondent aux besoins réels de ces localités, pour des raisons sécuritaires bien sûr. Quelles sont les dispositions prises aujourd'hui par l'État pour qu'il n'y ait pas de pénurie de carburant? Nous avons des appuis au niveau de tous les corridors, donc, notamment les escortes militaires qui accompagnent les convois de CITER, les autres produits aussi. Donc c'est des dispositions qui sont prises par les autorités, vraiment qui continuent à faire en sorte que les convois puissent arriver à bon port. Vraiment sécuriser tous les corridors. Donc les dispositions sont prises et les dispositions continueront à être prises par les autorités pour sécuriser tout ce trafic d'hydrocarbures et d'autres biens aussi. On en vient à notre titre de ce journal. Les directeurs d'académie d'enseignement du pays étaient face au ministre de l'Éducation nationale et membres du cabinet dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2025-2026. Chaque directeur a présenté le bilan, les acquis et les contraintes pour un bon démarrage de l'année scolaire 2025-2026. Compte rendu Fademba Keita. Après les syndicats d'enseignants, les partenaires et promoteurs d'écoles privées, le tour revient au directeur d'académie d'enseignement du pays de présenter le bilan de l'année scolaire écoulée et de proposer l'élan des préparatifs. Si dans certaines académies, les difficultés ont pour nom l'accès contraignant aux établissements dû à l'insécurité, dans d'autres, c'est le problème d'infrastructure qui a comme corollaire l'effectif pléthorique. À ceci s'ajoute le manque de personnel d'encadrement, d'équipement. Le gouvernement a déployé d'énormes efforts pour faciliter le retour de près de 70 enseignants qui ont significativement apporté une amélioration dans la qualité des enseignements apprentissages et toutes choses qui ont été sanctionnées par des résultats probants aux examens de fin d'année. Les difficultés sont pratiquement les mêmes à l'échelle nationale, mais spécifiquement l'accès à la région ces derniers temps pose quelques soucis au corps enseignant pour regagner son poste. Le bilan est positif. D'abord, l'année s'est déroulée normalement. Le temps officiel d'apprentissage a été respecté. Et tous les acteurs et partenaires également qui nous accompagnent étaient sur place et étaient en synergie d'action autour de l'école. Nous avons pu organiser les examens dans toutes les circonscriptions de l'Académie d'enseignement de Gao. Et nous avons obtenu également de bons résultats de fin d'année. Placé sous le signe patrimoine culturel, facteur de renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale, comble les aspirations et reste l'objectif spécifique de cette rencontre. L'école malienne a besoin de nous. Nous travaillerons ensemble avec le concours de l'État, des partenaires et des communautés pour bâtir une école de qualité, résiliente et adaptée aux réalités du Mali. Les conclusions et recommandations qui en découleront serviront de boussole et de guide pour un déroulement normal et efficient des activités pédagogiques durant l'année scolaire 2025-2026.
Le salon de la rentrée universitaire 2025-2026 est un espace pour informer et orienter les nouveaux bacheliers pour leur intégration dans les différents établissements d'enseignement supérieur public et privé. Ce salon porte sur le thème « Choisir sa filière, c'est choisir son avenir ». Nous restons avec Fademba Keita. Le salon de la rentrée universitaire 2025-2026 en cours relatif au panel animé sur la problématique du choix des filières et l'adéquation formation-emploi oriente les nouveaux bacheliers et parents quant au choix judicieux de leur future profession. Les stands occupés par les instituts d'enseignement supérieur public et privé spécifient les filières porteuses parmi lesquelles ils peuvent faire leur choix. Nous avons voulu ce salon parce que nous avons constaté que non seulement les élèves du fondamental et du secondaire, ils ont un défi d'orientation. Mais au-delà de ça, ceux qui arrivent à dépasser le cap du bac, ils viennent à l'enseignement supérieur sans suffisamment d'informations par rapport à leur orientation. Alors à IHEPS, nous avons des formations comme kinésithérapie, orthophonie, laboratoire biomédical et infirmier polyvalent. Alors nous formons dans le système LMD, c'est-à-dire licence master LMD. Nous sommes une école sœur à l'IHEPS, Casablanca, Agadir et Marrakech. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et ses collègues présents trouvent que le salon répond aux objectifs spécifiques et généraux qu'ils se sont fixés. Notre ambition est claire. Bâtir un système d'enseignement supérieur et de recherche inclusif fondé sur nos valeurs et principes, performants et ouverts sur le monde. Cela implique tout naturellement une amélioration continue de la qualité de la formation et de la recherche, une intégration renforcée des outils numériques et de l'intelligence artificielle dans les cursus, un soutien accru à l'innovation, aux start-up universitaires et aux transferts technologiques. Point de départ des projets de formation, le salon de la rentrée universitaire permet aux nouveaux bacheliers d'exécuter leurs vœux, choisir librement la profession dont ils ont longtemps rêvé. 17e assise de l'Association des gestionnaires et partenaires africains de la route. Le thème est durabilité des infrastructures routières en Afrique, problématiques, solutions et perspectives. Il s'agit pour les experts africains des routes de partager des expériences sur les nouvelles pratiques d'entretien, de modernisation, de financement adaptées aux exigences du développement durable. Mamadou Fane pour le reportage. La qualité de nos infrastructures routières nous interpelle tous. Leur entretien et leur utilisation nécessitent des moyens adéquats pour les maintenir en état. Les 17e assises de l'Association des gestionnaires et partenaires africains des routes est donc une opportunité pour les professionnels de la route en Afrique de se concerter et d'échanger sur les nouvelles connaissances et méthodes dans le domaine. Les administrations et les organisations partenaires de la route sont engagées à répondre en écho à l'intérêt primordial que les hautes autorités portent aux infrastructures routières. Nous les accompagnons dans la réalisation des buts politiques, économiques, sociaux et culturels que l'État s'assigne. Durant ces 3 jours de travaux, 34 communications sur les problématiques de la conception de la route, les agressions faites à la route et leur financement seront débattues par des experts venus de plusieurs pays d'Afrique. La route accompagne au surplus les diverses expressions de la souveraineté nationale et de l'intégration africaine. Vous comprenez dès lors que le Mali, à l'instar de plusieurs pays africains, place la route au cœur de ses priorités de développement. Le programme des assises est conçu pour aborder en profondeur les défis du secteur. Il met l'accent sur la conception, la mise en œuvre, la résilience et la durabilité de nos infrastructures routières. Ces assises sont également l'occasion d'apprécier l'expérience nationale, de partager les bonnes pratiques et de renforcer la coopération entre les pays africains.
Et toutes nos excuses pour la qualité sonore des extraits de ce reportage. L'état-major général des armées informe l'opinion que des frappes aériennes ont visé des terroristes dans le secteur de Radial, région de Bougouni. En début de nuit du 24 septembre 2025, 3 refuges terroristes ont été respectivement détruits dans la forêt de Siangadougou au nord-est de Bougouni, la forêt de Kekoro au sud-ouest de Bougouni et la forêt de Djalakoro à l'ouest de Garalo et au sud de Bougouni. Ces refuges servent de base aux terroristes responsables des abus sur les populations dans la zone. L'état-major général des armées salue le professionnalisme et la perspicacité des hommes avec l'utilisation optimale des équipements mis à disposition. Lancement du mois de l'amnistie en Afrique Mali 2025. Des activités de sensibilisation seront menées durant le mois dans l'optique d'inciter la population à une restitution des armes illicites. Batraoré pour le reportage. Lâcher des colombes, suivi de scènes de joie. Le mois de l'amnistie en Afrique Mali 2025 est bien lancé. L'initiative est du secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres. Pendant un mois, la structure et ses partenaires intensifient la lutte contre le fléau. Les chiffres sont interpellateurs. Près de 100 millions d'armes illicites circulent et qu'en 2020, 40% des victimes de violences sont causées par des armes illicites. En ce mois de l'amnistie, j'appelle chacun et chacune à être un artisan de paix, porteur de réconciliation et acteur d'un avenir commun. À travers ce mois, le Mali s'engage pleinement dans la dynamique de l'Union africaine pour promouvoir une Afrique sans conflit, une Afrique de dialogue, une Afrique de paix. Les représentants des organismes internationaux sont unanimes que des avancées sont enregistrées au Mali dans la lutte et rassurent de leur soutien. Je voudrais remercier le gouvernement de la République du Mali pour avoir autorisé la tenue de cette activité et réitérer l'entière disponibilité et l'engagement de l'Union africaine à soutenir les efforts du gouvernement dans ces activités de pacification, de sécurisation et du développement du Mali. Le mois de l'amnistie en Afrique, célébré chaque mois de septembre depuis son lancement en 2017, joue un rôle essentiel dans les perspectives d'une paix et d'une sécurité durable sur tout le continent, en permettant la remise, la collecte et la destruction des armes détenues illégalement. Le mois de l'amnistie en Afrique Mali 2025 est célébré sous le thème « Éduquer et sensibiliser la société pour la restitution des armes illicites ». Un choix qui n'est pas anodin. Le gouvernement de la République du Mali, fortement attaché aux idéaux de stabilité et de concorde pour un développement harmonieux, aborde ces mois avec ferveur, enthousiasme, ouverture d'esprit et engagement en faveur de la justice, de la solidarité, de la tolérance et de la réconciliation, afin de créer un environnement propice à la paix, à la compréhension mutuelle et au vivre ensemble. Conformément à l'esprit du mois de l'amnistie en Afrique Mali 2025, tout détenteur d'armes illicites peut le restituer auprès des autorités compétentes. Les documents de la stratégie nationale pour la réforme du secteur de la sécurité et son plan d'action 2025-2029 seront bientôt disponibles. 2 jours sont donc mis à profit pour valider les avant-projets de cette feuille de route permettant au pays de se doter d'une nouvelle stratégie plus efficace et adaptée à ses réalités sécuritaires. Mohamed Kayantao et Aboubakar Traoré. Une stratégie nationale pour la réforme du secteur de la sécurité et son plan d'action 2025-2029. 2 initiatives pour un même objectif, celui de la promotion de la sécurité humaine. Ce qui nécessite l'élaboration et la validation des documents d'avant-projet à travers une rencontre de 2 jours. Un processus dans lequel le PNUD joue un rôle technique et financier. Le PNUD, à travers les projets PROSMED, est fier d'accompagner le commissariat à la réforme afin de faciliter ces processus visant à consolider les acquis de la mise en œuvre du plan d'action 2022-2024 que nous avons appuyé. Nous pensons qu'il permettra non seulement de partager et de s'approprier les documents stratégiques proposés,
de formuler les recommandations pertinentes pour leur amélioration, mais aussi de valider les mécanismes de suivi et évaluation de financement et de gestion des risques. Cette rencontre est la suite logique de la première stratégie nationale RSS et son plan d'action 2022-2024. Ce qui fait dire au commissaire à la réforme du secteur de la sécurité que ces documents, une fois validés, sont de nature à répondre aux besoins sécuritaires du pays. Cela à travers l'amélioration des domaines comme la défense, la sécurité et la justice. Ce présent atelier va donc nous permettre d'échanger en profondeur sur les avant-projets du document de la stratégie nationale RSS et son plan d'action 2025-2029 afin de les enrichir et les valider en prélude à la validation par l'organe stratégique du cadre institutionnel de la RSS qui est le comité d'orientation de la réforme du système de la sécurité au Mali, le Corse. Les participants à cet atelier, composé d'acteurs de la sécurité, de représentants des institutions de gestion, des prestations de contrôle et de veille, sont invités à s'investir avec rigueur pour finaliser ces projets de documents, gage d'une consolidation de la paix. Parlons à présent du premier forum de l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies, de l'information, de la communication et des postes. L'objectif est de poser la nécessité d'une identification fiable et rigoureuse afin de sécuriser les utilisateurs, aussi la protection des données à caractère personnel des abonnés des services de télécommunications et TIC doit être une priorité absolue. Alucéline Touré. À travers l'organisation de ce forum, les acteurs de la régulation et les consommateurs des services de télécommunications et d'éthique voudraient mettre ensemble leurs moyens et stratégies afin de réduire les imperfections dans la fourniture des services. Le thème de ce forum, à savoir identification des abonnés aux services de télécommunications éthiques, les enjeux de la protection des données à caractère personnel des citoyens, traduit à volonté les ambitions exprimées. Le choix du thème d'aujourd'hui cadre parfaitement avec cette volonté d'assainir les services du secteur et d'apporter sérénité et sécurité. C'est sans aucun doute la liste de tous les partenaires ici présents à remercier est loin d'être exhaustive compte tenu de la volonté commune d'avancer main dans la main pour un lendemain meilleur où l'innovation technologique ne sera pas un symbole de pouvoir, de richesse ou de privilège, mais un moteur d'avancement, de progrès et de réussite accessible à tous. Opérateurs et consommateurs doivent donc faire de cet espace un lieu d'échange utile, l'essentiel étant la protection des citoyens contre les abus. À notre avis, l'identification est un impératif de sécurité et de régulation. À cet effet, elle ne doit jamais compromettre les droits fondamentaux des citoyens à la vie privée et à la protection de leurs données à caractère personnel. Le gouvernement s'engage aux côtés de l'AMRTP pour contribuer à l'assainissement des opérations d'identification et créer un cadre légal et réglementaire à même de sécuriser les données à caractère personnel. Le gouvernement, à travers notre département, a placé la souveraineté numérique au cœur de sa stratégie de modernisation de l'économie en général et de l'administration en particulier. Cet objectif ne pourrait être atteint sans une identification fiable des abonnés, maillons essentiels pour lutter contre la criminalité et l'usurpation d'identité, protéger les citoyens en général et les consommateurs en particulier, renforcer la confiance dans l'environnement du numérique, mettre à la disposition des décideurs des statistiques fiables et des outils modernes de décision et de régulation. Au siège de l'autorité malienne de régulation des télécommunications, la réflexion est ainsi engagée pour faciliter la poursuite et la finalisation du processus d'identification, processus au terme duquel chaque usager se sentira en sécurité, du moins dans ses données personnelles. La rédaction s'intéresse ce soir à l'installation des caméras de surveillance, surtout dans les hôtels. Signaler la présence d'une caméra de surveillance dans un hôtel est une obligation juridique qui incombe à chaque promoteur d'hôtel au Mali. L'autorité de protection des données à caractère personnel, APDP, et la Fédération nationale de l'industrie hôtelière du Mali viennent de signer une convention pour garantir la protection des images ainsi que l'ensemble des données personnelles des clients. Aussi, c'est pour offrir un cadre d'hébergement sécurisé aux clients dans le respect strict de leurs droits et vie privée. Aminata Brahima Ouedraogo et Mamadou Sidibé.
L'Autorité de protection des données à caractère personnel et la Fédération nationale de l'industrie hôtelière du Mali main dans la main pour renforcer la protection des données personnelles collectées dans les établissements hôteliers. La convention qui vient d'être paraphée engage la responsabilité des propriétaires d'hôtels dans la protection des données personnelles de leurs clients. Chaque fois qu'un client franchit le seuil d'un hôtel, il confie à cet établissement une part de sa vie privée, son identité, ses coordonnées, ses moyens de paiement, ses habitudes de séjour. Ces informations, aussi précieuses que sensibles, méritent d'être traitées avec la plus grande responsabilité. Cette convention vient donc consacrer un choix stratégique, celui de faire de la protection des données personnelles un levier de compétitivité pour l'industrie hôtelière malienne. La convention qui vient d'être actée est une base juridique qui va contribuer à la protection des données personnelles, notamment les vidéos filmées par les caméras de surveillance et les informations enregistrées à la réception, qui sont les numéros de téléphone, passeport, carte d'identité, entre autres. La signature de cette convention vise à instaurer un climat de confiance, à clarifier les obligations légales et surtout à accompagner nos établissements dans la mise en œuvre des bonnes pratiques de protection des données. Nous bénéficions désormais d'un cadre clair pour former et sensibiliser nos équipes, renforcer la sécurité numérique de nos établissements et garantir à notre clientèle que leurs informations personnelles sont traitées avec rigueur et respect. Les deux parties s'engagent pour l'exécution correcte de cette convention. Une commission de travail va être mise en place dans ce sens. Tenue à Bamako de la Conférence nationale sur la désinformation, cette rencontre vise à créer un espace de dialogue et de plaidoyer pour renforcer les réponses citoyennes et institutionnelles face à la désinformation. Reportage à Moussa Kamara et Sidi Kibalo. À l'ère du numérique, les réseaux sociaux sont devenus les principaux canaux d'information pour une grande partie des Maliens. Mais cette évolution s'accompagne des revers inquiétants. La prolifération des fausses informations entre rumeurs, discours de haine et manipulation, la désinformation représente aujourd'hui un véritable danger pour la cohésion sociale et la santé mentale des populations. Pour y faire face, Cherche for Command Group a initié des projets phares, l'AFI et Kibarou, dans le but d'apporter des réponses concrètes et complémentaires à ces fléaux. En l'espace de 2 ans, l'AFI Kibarou, déployée au Mali, au Niger et au Burkina Faso, a organisé plus de 750 activités, touchant directement 46 000 personnes et atteignant plus d'1 million de citoyens à travers les radios communautaires et les campagnes numériques. Une trentaine de cybergardiens et influenceurs numériques venus de Bamako, Kaï, Nyoro du Sahel, Sikasso, Ségou, San, Mopti, Bayangara, Gao prennent part à cette conférence. Ensemble, ils échangent sur les défis liés à la désinformation et proposeront des pistes d'action durable. On va partager à peu près les résultats de ces 2 projets, l'AFI Kibarou et le projet Fokaben, qui ont donné des résultats assez conséquents, qui a permis de passer d'un taux de 19% à 40% concernant la compréhension de la désinformation. Quand on regarde les informations sur les réseaux sociaux qui peuvent souvent nuire à d'autres personnes, peuvent être également cause de santé mentale, de problèmes mentaux. Et surtout dans la région de Badiangara, nous avons traversé beaucoup de choses. À travers ces projets, l'AFI Kibarou, la formation des influenceurs numériques, les forums avec les cybergardiens, nous avons appris que toutes les informations ne sont pas bonnes à partager, surtout en milieu, en période de conflit. Soutenu par Affaires mondiales Canada et le Fonds pour la consolidation de la paix, les initiatives de Cherche for Command Group bénéficient également de l'appui des autorités maliennes. Le représentant du ministre de la Communication a également salué l'initiative et encouragé la synergie entre institutions et citoyens. Nous avons une ressource précieuse, notre jeunesse. Les cybergardiens et influenceurs communautaires de Fokaben en sont une preuve vivante.
Vous transformez les réseaux sociaux parfois instrumentalisés pour diviser en espaces de sensibilisation, de vigilance et de mobilisation citoyenne. Vous êtes déjà en première ligne de ce combat et votre action mérite toute notre reconnaissance et tout notre soutien. En ligne de mire, former une pluralité de jeunes influenceurs, les mettre en réseau afin de déconstruire les fausses informations et les discours de haine. Une démarche ambitieuse mais essentielle pour préserver la paix sociale et promouvoir un usage responsable du numérique au Mali. La journée mondiale de l'arthrose est célébrée le 17 septembre de chaque année. L'événement qui était prévu à Mopti a finalement eu lieu à Bamako. Occasion pour les acteurs de la santé de sensibiliser sur cette maladie articulaire. À cette occasion, la Société malienne de rhumatologie a réuni les professionnels du domaine pour mieux faire connaître la maladie pour une bonne prise en charge. Compte rendu Soumaou Aïdara. Elle commence par de simples douleurs aux articulations, puis s'installe jusqu'à priver les malades de leur mobilité. L'arthrose, 7e cause des handicaps dans le monde, n'épargne pas le Mali où la maladie touche de plus en plus de personnes âgées et souvent même les jeunes. Et l'arthrose est une maladie qui est extrêmement répandue. Pour preuve et documentée, il y a 528 millions qui sont concernés par l'arthrose de par le monde. Et on pense que d'ici 2050, les personnes qui ont plus de 60 ans, il y aura 315 millions qui vont souffrir d'arthrose. Si nous prenons dans le service de rhumatologie au CHU du Point G, parmi les malades que nous voyons en consultation et les malades qui sont hospitalisés, sur chaque 10 malades, nous avons 6 à 7 malades qui souffrent d'arthrose. Les causes de cette maladie sont multiples et ses conséquences sont variées. Cependant, les spécialistes soulignent l'existence des traitements et des moyens de prévention contre l'arthrose. L'arthrose, c'est une maladie chronique qui fait signe de dégénérescence osseuse, du cartilage qui dégénère, qui peut faire aussi des excroissances au niveau osseux. Ça peut donner des douleurs articulaires. La meilleure façon de prévenir l'arthrose, c'est manger sainement, bouger plus. Il y a des traitements non médicamenteux. Entre autres, il y a les moyens physiques qui sont la rééducation. En dehors de ces traitements non médicamenteux, il y a aussi le traitement chirurgical. En célébrant cette journée, le Mali s'inscrit dans la dynamique mondiale de lutte contre l'arthrose. La sensibilisation, la prévention et l'accompagnement des patients apparaissent comme des enjeux cruciaux pour réduire le fardeau des malades victimes de l'arthrose afin d'améliorer leur qualité de vie. Au Mali, pour faire face aux inondations et autres catastrophes naturelles, le comité ministériel sur la gestion des crises se réunit. Ce jeudi 25 septembre à Sénou, il a fait le point des dégâts, anticipé les risques et surtout proposé des réponses concrètes. Moussa Kamara y était pour ORTM 1. C'est pour faire face à cette menace persistante que les membres du comité technique du comité interministériel sur la gestion des crises et catastrophes se sont retrouvés pour la 13e fois, tous réunis autour d'une même table pour évaluer la situation actuelle et affiner les dispositifs d'alerte et d'intervention. La semaine du 19 au 23 septembre 2025, donc nous avons enregistré 2 cas d'inondation dans la région du Kouloukourou et dans la région de Gao et un cas de foudre dans la région du Kouloukourou. Ce cas de foudre a engendré malheureusement la perte d'une vie, une personne qui est vraiment succombée. Nous adressons à la population, c'est d'être toujours vraiment très regardant par rapport au cas d'inondation. S'il y a la pluie, vraiment que la population se mette à couvert. Sur les 126 stations de suivi que compte le pays, les montées d'eau sont observées depuis un certain temps. Mais à ce jour, le risque est jugé faible par les services de l'hydraulique. Un optimisme mesuré même si la situation météorologique reste globalement stable selon les spécialistes. Les niveaux observés aujourd'hui sont inférieurs par rapport à l'année passée, mais ça ne veut pas dire que c'est danger zéro. À la fin de ce mois de septembre jusqu'en début du mois d'octobre, c'est un peu l'atteinte des niveaux maximum, c'est-à-dire des pics. Donc dans certaines parties du pays, la zone de Kankaba sur le Grand Niger et aussi la zone de Kaï et Bamako, donc la zone aussi de Ségou. Ces niveaux maximum aussi, ça s'est réparti à l'échelle du pays de façon séquentielle.
c'est-à-dire les périodes d'observation ne sont pas les mêmes à l'échelle du pays. La situation météorologique reste dominée par la poursuite des activités pluvio-orageuses sur l'ensemble du pays, parfois accompagnées d'importantes quantités de pluie et par endroits, et avec une très bonne répartition aussi. L'allure de la campagne reste très bonne de façon générale. Mais au-delà des prévisions, les autorités veulent renforcer la prévention. Les recommandations de la dernière réunion du 18 septembre ont été remises sur la table. Il s'agit de mieux sensibiliser la population sur les installations anarchiques des panneaux solaires et les dégâts causés par ces installations. Premier congrès ordinaire de la plateforme des organisations syndicales de lutte contre la corruption. À l'issue de cet événement, Adama Coulibaly a été élu président pour un mandat de 3 ans. Le compte-rendu de Mohamed Sankari. La plateforme des organisations syndicales de lutte contre la corruption a tenu son premier congrès ordinaire. Cet événement a réuni des délégués des régions et du district de Bamako représentant 9 syndicats, dont 3 centrales, la CDTM, la CMT et la CSTM. Créée sur les recommandations de l'OCLEI, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, la plateforme a pour but d'appuyer les institutions nationales dans leur combat contre la corruption. Au cours de la première journée de ce congrès de 2 jours, le président sortant a dressé un bilan positif de son mandat, mettant en lumière les résultats obtenus grâce à la collaboration avec le ministère de la Justice et l'OCLEI. De la mise en place à nos jours, nous avons, en collaboration avec l'OCLEI et d'autres partenaires, nous avons mené des activités. Parmi ces activités, nous pouvons citer d'abord de la validation d'un plan triennal d'activités. Au niveau du mémorial, on a organisé un atelier de vulgarisation de la loi relative à l'éthique et à la déontologie. Les représentants des 2 structures, le ministère de la Justice et l'OCLEI, ont salué l'engagement de la plateforme et l'ont encouragé à poursuivre sa mission. Cela fait 5 ans aujourd'hui que la plateforme et l'OCLEI, main dans la main, travaillent à combattre la corruption et l'enrichissement ici dans notre pays. Cette dynamique, je voudrais, au nom du président, la saluer parce que c'est un moyen de mettre ensemble des forces syndicales et faire de cette force syndicale une seule voie pour lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite au Mali. Toutes les réformes entreprises par le département vont en droite ligne dans la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière. Le ministère de la Justice reste disponible pour tout accompagnement de la plateforme. La plateforme a décerné des attestations à plusieurs personnalités en reconnaissance de leur engagement dans la lutte contre la corruption. À la suite de ces travaux, un nouveau bureau de 28 membres a été constitué. Il sera dirigé par Adama Coulibaly pour un mandat de 3 ans. Célébration du 22 septembre à Malabo, en Guinée équatoriale, par la communauté malienne à l'ambassade du Mali dans la capitale équato-guinéenne. Une célébration fraternelle rehaussée par la présence des pays alliés de l'AES. Commentaire Bokari Coulibaly. 65e anniversaire de l'indépendance du Mali par tous les héritiers du président Modibo Keïta célèbre avec fierté le 22 septembre au rythme de l'hymne national. À Malabo, en Guinée équatoriale, l'ambassade du Mali a vibré ces jours historiques dans un élan de patriotisme, de souveraineté, mais aussi de reconnaissance. Un moment de retrouvailles, de convivialité et surtout de mémoire des hauts faits qui ont conduit notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Le Mali indépendant, le 22 septembre 1960, n'est que le prolongement d'un projet vieux qui n'a pas duré, mais qui perdure. Le Mali reste toujours fidèle aux idéaux de l'intégration africaine, de l'unité africaine. Et voilà cet embryon qui n'a pas vécu, ou qui a fait long feu, comme on dit généralement, se prolonge aujourd'hui avec l'AES. Profitant de l'occasion, l'ambassadeur Fidel Diarra a également mis en lumière la Semaine nationale de la réconciliation, une initiative qui, selon lui, consolide les acquis de l'Alliance des États du Sahel. Cette année encore, avec la célébration du 65e anniversaire,
qui était également le symbole de la Semaine nationale de réconciliation, l'héritage culturel comme facteur de paix et de cohésion dans l'espace AES. Ça ne fait que renforcer cet idéal de l'AES. Pour donner encore plus d'éclat à la fête, le Mali n'était pas seul. Les pays frères de l'AES, le Burkina Faso et le Niger ont eux aussi répondu présent. Un geste hautement symbolique qui donne du tonus et un cachet particulier à ce 22 septembre, jour de fierté et d'unité pour le peuple malien. Merci aussi. Désormais, dans vos kiosques, femme sahélienne, actrice clé d'une transition réussie, elle est intitulée du 4e ouvrage que propose Mohamed Abdellahi El Khalil Haïdara, édité par les Sahéliennes. Cet ouvrage de 100 pages est structuré en 15 chapitres. À travers ces chapitres, l'auteur fait ressortir le rôle et la place des femmes sahéliennes dans un contexte marqué par une crise multidimensionnelle. Elles y apparaissent comme de véritables piliers de résilience, d'innovation et de paix. Cette autre publication qui vient de paraître, enseignement bilingue, tamashek français dans le système éducatif au Mali, c'est une œuvre de Alou Ag Agouzoum, professeur de lettres modernes. Dans le livre, l'auteur met en lumière les défis rencontrés lors du passage du tamashek, langue maternelle des apprenants au français, langue d'enseignement à partir du fondamental. Alou Ag Agouzoum est directeur de recherche et chevalier de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES, enseignement bilingue tamashek français dans le système éducatif au Mali, un livre à retrouver dans les librairies. Et l'ORTM est en deuil. El Hadj Salif Sidibé, technicien supérieur de construction civile à la retraite, nous a quittés ce jeudi 25 septembre. Il avait une connaissance parfaite de la maintenance au niveau de la radio nationale. Ses obsèques auront lieu demain vendredi 26 septembre chez lui à Magnambougou à partir de 10h. Que son âme repose en paix. Amen. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est demain vendredi que le Premier ministre portera la voix du Mali à la tribune des Nations Unies pour la 80e session de son Assemblée générale. Vous pourrez suivre l'intervention du chef du gouvernement en direct sur ORTM1 à partir de 19h temps universel et 16h temps local. Le Mali intervient en 5e position. Bonne fin de soirée à tous.